si on en venait quand même donc à cet aspect scientifique des travaux de Nourri, c'est un passionné de poissons surtout. Hein, oui, essentiellement, oui. Et qui connaît, enfin, vous me direz c'est un marin, donc ça n'a rien au fond d'extraordinaire, mais n'empêche, on voit clairement que dans ses études, c'est cet aspect-là qu'il privilégie. Oh, ben, les 3/4 des aquarelles sont des aquarelles de poissons, hein, essentiellement. Mais enfin, il ne néglige pas pour autant d'autres groupes, comme les crustacés, les oiseaux et même les insectes. Hein. Donc il y a une couverture relativement large, mais c'est essentiellement les poissons qui l'intéressent. C'est ce qui vous permet de dire que c'est la première tentative encyclopédique, au fond, de la faune oui, j'ai presque envie de dire que ce n'est pas une faune extrêmement structurée comme les faunes qu'on fait actuellement, mais c'est vraiment la première, comment dire, présentation générale de la faune de ces îles. Hein. Personne avant ne l'avait fait, sauf de ci, de là. À l'occasion de voyages de découverte, on ramassait tel ou tel animal et ça finissait par être décrit quelque part par différents naturalistes. Mais ici, c'est un travail très très consistant et très très cohérent. Et ce qui est tout à fait remarquable avec les poissons, c'est la façon très systématique qu'il a de les décrire, en commençant toujours par la tête, puis les ouïes, les branchies, terminant par les nageoires. C'est très systématique et c'est reproduit à l'identique, de poisson en poisson. Alors bien sûr, les identifications, là, il mettait des noms qu'il tirait de l'ouvrage de Lacépède, mais qui n'étaient pas toujours illustrés non plus, donc c'était une estimation de ce que ça pourrait être à partir d'un récit écrit. Voilà, oui, on regarde ce qu'on décrit et est-ce que je retrouve ça. Ceci dit, ça ne n'empêche pas justement de dire que quand il voit autre chose que ce qui est décrit chez Lacépède, il montre les différences. Montre la différence et il n'hésite pas à dire « Monsieur de Lacépède n'a pas vu cela ou quoi ». Bon, il ne soupçonne pas toujours que ce qu'il voit, lui, est une autre espèce. Hein. Il dit, monsieur de Lacépède s'est trompé. Mais il ne s'est pas nécessairement trompé, il parlait d'autre chose. Mais ça, il ne le savait pas toujours. Non, mais ce qui est un peu, oui, effectivement paradoxal, c'est qu'il va décrire de nouvelles espèces, notamment une trentaine de poissons qui étaient inconnus jusque-là, mais je dirais... sans le savoir. Sans le savoir et sans que ce soit officiel, puisque ça n'a pas été publié. Ni même simplement une reproduction de dessin aurait suffi, mais rien n'a été diffusé, donc ce sont ce qu'on appelle des nomen nudum, et des noms tout nus, sans support. Et en plus, il ne donne pas de nom scientifique. Alors, la nomenclature binomiale, elle existait à l'époque, lui, il donne un nom français, suivi parfois d'un point d'interrogation, et dans certains cas, il ne donne pas de nom du tout. Hein. Il se contente de décrire le dessin et de décrire ce qu'il voyait en examinant le poisson. Donc, et en plus, il n'a pas de collection, parce qu'il ne les conserve pas, ces poissons. Hein. Ils sont sur place, je ne sais pas ce qui se passe avec le dessinateur, mais ils sont sur place, les coloris sont fiables, et puis le poisson, on le jette, on le mange, je ne sais pas ce qu'il devient, À mon avis, ils en ont mangé quelques-uns, parce qu'il fait quelques commentaires sur le goût. Hein, oui, ils en ont mangé quelques-uns, certainement. Mais je veux dire la seule collection qu'avait Nourri, en fait, chez lui, en France, à Nantes, c'est un Nantais, c'est une collection de coquillages. Parce que ça tient le coup, la coquille. Hein. Oui, par définition, dirait-on, oui. Oui. Tandis que pour les poissons, ou alors il fallait travailler comme Commerson, le naturaliste de Bouveville, et faire des herbiers de poissons. Ben, ça, c'était quand même un sacré travail aussi. Hein. Il fallait faire des dissections. Oui, puis il faut des produits, etc. Enfin bon, il faut tout un matériel. Enfin, tout un matériel. Enfin, qu'il devait avoir sur place parce que c'était pas un matériel très très sophistiqué, mais enfin, il fallait quand même. Ça mettait beaucoup de temps à faire un herbier de poissons. Il y avait des herbiers d'oiseaux aussi, d'ailleurs, à l'époque. C'est très curieux qu'on ait gardé le mot d'herbier parce que c'était entre deux feuilles de papier. Mais au lieu d'une plante, c'était un animal. Mais alors, le fait qu'il ait décrit 30 espèces, enfin, inconnues de l'époque, dont une d'ailleurs a été inconnue jusqu'en 1999, hein, rendez-vous compte. Il a fallu près d'un siècle et demi pour qu'on la redécouvre, finalement. Hein. Et quelque chose de tout à fait extraordinaire. Oui, mais parce que vous l'avez souligné,
tout ça est resté parfaitement inconnu jusqu'à votre livre. Jusqu'à maintenant, oui, jusqu'à maintenant. Parce que cet ouvrage, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Sans doute que l'ouvrage est resté dans la famille, je présume que 2-3 générations, c'est l'ouvrage du père, du grand-père, de l'arrière-grand-père, et puis à un moment donné, qu'est-ce que c'est que cette chose, hein? Et on l'a vendu. Et ça s'est retrouvé chez un marchand parisien, et l'actuel propriétaire l'a acheté à ce marchand parisien parce que c'est quelque chose qui l'intéressait. Il collectionne des choses comme ça. Et donc c'est tout à fait par hasard que c'est... Mais pourtant Nourri lui-même avait publié quelques planches de son vivant, non? Il avait publié à la fin de sa vie un album polynésien, mais de 12 planches seulement, ou 15 planches, et reproduisant uniquement des objets quotidien des Marquises et de Tahiti. Et le seul dessin particulier, c'est celui qui est reproduit dans le livre, c'est la main tatouée d'un chef de la baie de Tahiti où se trouvait l'établissement de la marine. Mais pour ce qui est des sciences naturelles, il n'a rien publié. Et la seule allusion que l'on ait à l'existence de ces dessins, c'est un botaniste français, aussi employé par la marine, qui a résidé aux Marquises, qui a dû rencontrer Nourri à son retour en Europe, et qui a vu les dessins, et qui dit dans une publication, Monsieur Nourri a un ensemble de dessins extraordinaires qui mériterait d'être publié. Et puis, il a dit ça en 1858, et puis voilà. Oui, voilà. Oui. Voilà. Il a fallu vous attendre. Oui, il a fallu attendre que toutes sortes de choses se passent. Oui, c'est ça, un concours de circonstances. Mais donc au total, c'est 254 planches sur les 400 des différents volumes. Hein. Il y a là-dedans 187 espèces différentes, dont 30 qu'on ignorait, dont on ignorait l'existence à l'époque. Mais ceci dit, maintenant on en est à plus de 1000 recensés. Oui, 1020 ou 1024, je crois. Évidemment que c'est énormément plus, mais mettons-nous en 1850. Hein, oui, quand il faut 6 mois pour aller à Tahiti, bon, c'est... Et puis on en connaissait beaucoup moins. Par exemple, les requins marteaux, on en connaissait une espèce. Maintenant, il y en a une dizaine décrites et qu'on trouve dans ces environs-là. C'est vrai pour presque tous les groupes de poissons. Hein. Les poissons papillons, il y en a d'autres qui ont été décrits. Les poissons chirurgiens, il y en a d'autres qui ont été décrits. Il y a une quantité de poissons chirurgiens. Oui, il y a une quantité. Ce qu'il fait aussi, c'est signaler par moments la dangerosité de l'espèce. Oui. Hein. Ah oui, on peut classer, parce que ça j'ai relevé aussi tout de même, il y a les traumatiques, les venimeux et les vénéneux. Et puis alors il y a ceux qui apportent aussi une toxine qu'on appelle la ciguatera. La ciguatera, oui. Hein, donc, et qui aussi... Qui sont aussi, d'une certaine façon, des vénéneux. Hein. Oui, mais c'est-à-dire qu'en tout cas, ils sont non comestibles. Ils sont non comestibles et ils sont ce que Enfin, comment les appeler? Les Polynésiens. Mais Nourri disait tantôt les Kanaks, tantôt les naturels, tantôt les indigènes. Il variait un peu ces gens-là lui disaient ce sont des poissons enivrants, hein, qui ont des chairs enivrantes. On ne savait pas qu'elles étaient vénéneuses, bien évidemment. Non, mais en tout cas, c'est vrai que ça agissait sur le système nerveux, entre autres. Donc c'est peut-être de là que vient oui, c'est probablement de là que ça vient. La zigotera est quelque chose d'intéressant parce que, bon, dans la mesure du possible, j'ai signalé s'il y avait ou pas pour chacun des poissons un risque zigotérique. En fait, à mon avis, ça ne veut pas dire grand-chose parce que ça dépend essentiellement de ce que le poisson a mangé au cours de sa vie. Et oui, donc ce n'est pas l'espèce en tant que telle qui est dangereuse. L'espèce en tant que telle. La zigotera est une maladie en quelque sorte des régions indo-pacifiques tropicales qui provient d'une toxine élaborée par des diatomées. Et ces diatomées... C'est des microalgues. Qui sont des microalgues, oui. Et c'est en relation assez importante avec le blanchiment des coraux. Vous savez, la mort des récifs de coraux. Le récif de corail meurt, il n'y a plus que du caillou finalement, hein, son calcaire à lui. Des algues viennent se fixer dessus et les diatomées se reposent sur les algues. Les poissons algivores broutent le couvert algal, donc ingèrent de la cigotoxine et l'accumulent. Le poisson omnivore qui mange l'herbivore va faire pareil, le poisson carnivore va faire pareil. Et ils n'auront pas
de troubles particuliers. Mais nous, si nous mangeons ce poisson-là, alors là, il y a des troubles neurologiques parfois considérables, des risques cardiovasculaires. Et dans une enquête récente, je crois que c'est 2015, faite à Madagascar sur 97 personnes qui avaient été atteintes de cela, il y en a 11% des 97, donc 10 quasi, qui sont mortes des conséquences de cette intoxication. Oui, donc c'est pas négligeable. Hein, mais alors, vous voyez que quand on met risque ciguatérique pour tel poisson et on n'en parle pas pour l'espèce voisine qui a le même comportement alimentaire, c'est parce qu'on n'est pas encore tombé dessus. Mais il est très vraisemblable que ce risque existe et bien plus de poissons que ceux qui sont signalés comme oui, tels. bon, mais c'est un risque dont on avait du mal d'estimer l'ampleur à l'époque, hein, bien entendu. Bien sûr, qu'on ne connaissait pas à l'époque. Hein. Peut-être d'ailleurs que certains des espèces enivrantes, parce qu'à mon avis, il y a d'autres espèces enivrantes dont Nourri ne parle pas, étaient des espèces qui étaient intoxiquées par la toxine en question, qui n'est pas apparue comme ça au XXe siècle. Hein. Ce qui est quand même intéressant aussi, c'est de remarquer, par exemple, qu'il commence par les mammifères. Oui. Mais au fond, des mammifères, il y en avait pas originellement, si je puis dire. Non. Le seul cas un peu discutable, c'est celui de la chauve-souris. Mais dans l'une ou l'autre île, si j'ai bien compris. Oui, on a trouvé, je crois, des restes subfossiles de la chauve-souris des Tonga et de Nouvelle-Calédonie dans une des îles australes. C'est-à-dire au-dessus des îles australes, il y a les îles Cook. Bon, c'est quand même assez loin de Tahiti et jamais là, on ne les a vus, sauf que M. Lesson, le médecin en chef, dit qu'il y a une petite espèce de chauve-souris à Tahiti, et que Nourri lui-même dit non, il n'y a pas de chauve-souris à Tahiti, mais dans les Tuamotu, il y a une grande espèce de chauve-souris. Donc il y avait une confusion extraordinaire. Et en réalité, il n'y en a pas. Mais ce que Nourri a probablement pris pour une chauve-souris, c'est la salangane. La salangane qui est un petit oiseau noirot, qui a de loin qui peut faire penser à une chauve-souris, et qui a aussi des habitudes très entre chien et loup. Quoi, hein. Elle ne vole pas pendant la journée, mais elle vole à la fin du jour, le long de parois rocheuses. On peut se dire, tiens, mais c'est elle, c'est pas une chauve-souris. Donc, sinon, tout ce qui existe comme mammifère est d'importation, si je puis dire. Et d'importation, soit par les Austronésiens, soit par les Européens. Ce que les Austronésiens ont emporté certainement, Nourri en parle, c'est le chien et le cochon. Il ne parle pas de la poule et du canard, qu'ils ont dû importer aussi, parce qu'il y avait des poules et des canards bien avant la découverte de Tahiti par les Européens. Ben oui, donc ils les avaient emportés. Et puis ils ont aussi emporté, sans le savoir, le rat du Pacifique, le Ratus exulans, qui est là, mais qui n'a pas pu venir à la nage, et qui était là lorsque les premiers Européens sont arrivés. Donc ils ont apporté au moins 5 espèces avec eux. Au moins, oui. 3 de mammifères et 2 d'oiseaux. Mais ce qui est quand même intéressant aussi, c'est que le cochon est devenu une sorte de nom générique pour les mammifères suivants. C'est ce qu'il nous explique. En maori, au fond, tout est cochon plus quelque chose. Quoi. S'il est cochon, il n'a que le premier nom. S'il est autre que cochon, il a le nom du cochon plus une caractéristique. Quoi. Une caractéristique. Le cheval, c'est Pua, je ne sais pas exactement la prononciation, mais ça s'écrit Pua, hein, le cochon, et Pua plus quelque chose. Il n'y a que l'âne qui ne colle pas dans cette réflexion-là. L'âne a un nom tout à fait particulier, c'est Atini, et qui dérive apparemment du latin. Ils ne savent pas prononcer les S, hein, donc les S deviennent volontiers des T, mais tous les autres ongulés en tout cas. Quand ils parlent de quadrupèdes, ils parlent des ongulés. Hein. Ils ne parlent pas des chiens, parce qu'eux n'ont pas ce préfixe de pura. Oui. Mais par contre, bon, vous parliez du chien, c'est un mets. Ah oui, c'est autant il n'aime pas le mouton, autant il rejette le mouton, autant il mange du chien. Oui. Le chien est quelque chose de très important. Il l'élevait en enclos d'ailleurs, hein, tout un temps. Et ailleurs, encore actuellement, vous avez des festins de chiens, bien que ce ne soit pas très permis, mais dans certaines régions, dans certaines petites îles, on se nourrit encore de chiens. En Asie aussi d'ailleurs, hein, il n'y a pas que là.
le chien. Mais bon, on ne fait pas grand-chose des ânes. Non. Les bœufs, il y en a qui sont carrément en état sauvage. Oui. Enfin, je veux dire que ils ont une destinée un peu étrange. Je ne comprends pas toujours très bien. Pour les oiseaux, je comprends mieux parce que là, il y a des choses très claires qui sont dites. Ouais, prenez deux oiseaux, le pétrel de Tahiti et le coucou de Nouvelle-Zélande qui hiverne à Tahiti. Bon. Le coucou de Nouvelle-Zélande est un insectivore. Oui, donc rejeté. Ça, c'est impossible. C'est l'abomination. C'est l'abomination. Mais il est bon. La chair est bonne, nous dit-nous. Le pétrel de Tahiti est un piscivore. Mais ils sont, comment dire, ils sont très très forts. C'est une chair imprégnée d'odeurs un peu fortes de poisson. Iodée, dirons-nous. Oui, plus qu'iodée, je crois. Et cela, il en raffole. Alors que les marins de Tahiti refusaient absolument de se nourrir. Donc il y a un peu de tabou aussi, probablement, dans le fait qu'on mange un tel et pas un tel. Alors pour les mammifères, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce qui fait qu'ils ne les mangent ou mangent pas. Je n'ai pas trouvé d'informations. Ce qui est quand même aussi intéressant, c'est de montrer que déjà à l'époque de Nourri, donc on est en plein milieu du 19e siècle, il y a des populations qui ont tendance à disparaître. Oui, oui, oui. Hein, et dont la taille même diminue, enfin il y a des choses, oui. Donc on peut supposer qu'il y a déjà des problèmes. Oui, il y a déjà des problèmes. C'est encore une fois Lesson qui nous le dit dans son journal. Il est allé à plusieurs reprises à Tahiti. Je crois que la première fois c'est autour de 1840. Et puis quand il a été installé comme médecin des établissements français, c'est vers 1846-47. Et il explique qu'entre ces deux périodes-là, le nombre d'oiseaux a sensiblement diminué, qu'il y a une perruche qui a disparu, que les loris qu'il voyait très abondants sur toutes les plages de l'île ne s'y trouvent plus. Il y a donc une paupérisation très très forte de la vie faune à ce moment-là, qui s'est poursuivie, n'est-ce pas? Parce que maintenant, plusieurs des espèces présentées par Nourri et dessinées par son peintre sont considérées en risque grave d'extinction. Hein? La salangane dont je vous parlais tout à l'heure, je ne sais pas, il y a très peu de couples qui persistent encore et ils font l'objet d'un suivi extrêmement pointu. Et a-t-on une explication pour... Je crois que c'est simplement l'anthropisation des îles, quoi. Hein. C'est la disparition des biotopes, hein, qui sont... Tahiti est quand même bien peuplé maintenant. Mais oui. Hein. Donc ces oiseaux. Et il y a aussi quelque chose qui m'a frappé. Bien sûr, ce ne sont que des estimations. Mais Nourri, dans tous les cas, dit que les dessins qu'il fait sont la taille effective de l'espèce, ou sont réduits d'un moitié, ou sont un quart, un tiers, etc. Donc à partir de la mesure du dessin original, vous pouvez tenir compte de ce qu'il dit, il est moitié plus petit que, il est un tiers plus petit que, et faire un petit calcul proportionnel, et vous vous rendez compte, alors vous faites une taille estimée de l'animal qu'il a observé. Et vous vous rendez compte que la taille estimée, dans bien des cas, est supérieure à la taille maximale qu'on renseigne aujourd'hui pour cette espèce-là. Et c'est particulièrement vrai pour les oiseaux. C'est vrai aussi pour les anguilles, d'ailleurs, curieusement. On parlait des anguilles, la grande anguille marbrée, je crois. Et les locaux, les Polynésiens, rapportaient à Nourri que les plus grandes espèces, enfin les plus grands individus de l'espèce, avaient la taille d'un tronc de cocotier. Donc vous vous rendez compte, cette anguille qui mesurait plus de 2 mètres de long et avait ce diamètre-là. Maintenant, je doute qu'on en trouve encore de cette taille-là. Et je crois qu'il n'y a pas d'exagération parce que Nourri donne des mesures, donne des chiffres. Bon, ça devait être considérable. Les colons d'ailleurs se plaignaient lorsqu'ils s'installaient dans des zones de marécage de ce que leurs élevages de poules et de canards étaient détruits parce que lorsque les petits canards passaient non loin des trous de l'anguille, ils se faisaient happer
par l'anguille, et les poussins aussi. Mais à quelques reprises, il utilise le qualificatif monstrueux hein, à propos de certains poissons en particulier, hein, ou des murènes, des choses comme ça. Il dit elles sont monstrueuses. Elles sont monstrueuses, en effet, de très très grande taille. Puis il y a une murène dont je ne sais plus laquelle, je crois que c'est la murène zébrée, qui, outre le fait qu'elle est assez grande, elle présente une espèce de dent palatine, de palin, qui est rétractable. Et lorsque on la pêche, elle vous lance cela directement. Et les Indiens s'en méfiaient, enfin les Polynésiens s'en méfiaient considérablement. Et elle est répertoriée comme une des espèces les plus dangereuses de murène. Ils se trompent parfois aussi. Hein. Je veux dire que dans leur tradition, certains, les raies par exemple, certaines sont réputées mortelles, alors que ça n'est pas exactement le cas, parce que Nourri va en faire l'expérience avec un de ses marins qui se fera piquer en quelque sorte et qui va souffrir 2 jours, mais puis oui, n'empêche que les Polynésiens ont raison. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le marin. C'est un miraculé alors. C'est un miraculé, ou bien il l'a effleuré, enfin je ne sais pas, mais c'est effectivement dangereuse. En tout cas, bon, quand on fait son bilan, on a parlé déjà de la trentaine d'espèces nouvelles de poissons, mais il y a aussi... Comment ? Inconnues, oui, découvertes par lui. 6 nouvelles espèces d'insectes, 2 nouvelles espèces de crustacés, 4 nouvelles espèces de mollusques, une nouvelle espèce d'échinodermes. Enfin bon, c'est quand même une belle moisson. Je veux dire, un naturaliste d'aujourd'hui serait plus que fier d'un tel tableau de chasse. Et vous remarquerez que les espèces inconnues que Nourri ne savait pas nouvelles ont été décrites bien sûr dans le siècle et demi suivant, mais ça a été décrescendo. La majorité ont été décrits entre 1850 et 1900. 1850 et 1900. Puis vous avez un gros tiers entre 1900 et 1950, et presque plus après. Donc ça s'est fait vraiment décrescendo. Oui, donc on voit bien que la tâche est de plus en plus difficile. Hein. De plus en plus difficile, en tout cas dans la zone littorale, parce que les poissons dont on parle sont des poissons de récif ou des poissons de bord de mer. Hein. Enfin, quand je dis bord de mer, ça peut être 300 mètres au large, bien sûr, mais ce ne sont pas des poissons de profondeur, ni des poissons de plein eau, hein, le plein océan. Et si en plein océan, je crois que l'inventaire est quasiment terminé à l'échelle de la planète, dans les eaux profondes, là, vous savez, il y a encore beaucoup de choses à découvrir.